on va pouvoir, je pense, débuter ce troisième webinaire effectivement dédié à la sobriété en règle générale. On avait décidé, pour rappel, de vous proposer un cycle, un triptyque autour de la sobriété qui a démarré en janvier 2024, avec un premier webinaire, voilà, que nous avons vécu et où nous avons découvert la théorie du donut, le design fiction notamment, et puis un deuxième webinaire qui a eu lieu en mars dernier, et aujourd'hui ce troisième webinaire dédié qui finalise le triptyque, et dédié toujours à la question de la sobriété, une sobriété qu'on a voulu éclairer et puis plutôt joyeuse, si je puis le dire comme ça. Et donc on finalise aujourd'hui avec des propositions sur comment agir en intelligence collective sur ces questions de sobriété, et on va donc plonger dans la découverte de deux fresques. La fresque de la sobriété qui va nous être présentée par Monsieur Émeric Barrault de Sobre Énergie, et la fresque des nouveaux récits qui sera elle donc proposée par Delphine Marinchini. Voilà, sur cette fresque des nouveaux récits. Et enfin, on terminera effectivement ce webinaire par un retour d'expérience, comme on aime le faire, avec Monsieur Jacques Tanchou, qui est par ailleurs donc collègue du CNFPT, et qui a eu l'opportunité effectivement de vivre cette fresque des nouveaux récits. Il nous le fera partager. Avant de lancer et de transmettre la parole à Émeric Barrault, je vais d'abord la laisser à Emmanuel Poncé, notre coordinateur de la e-communauté énergie, qui va vous reproposer à nouveau l'offre de formation justement du CNFPT en lien avec cette thématique de la sobriété. Merci Vanessa, bonjour à tous. Offre de formation événementielle, et merci à nos trois intervenants, Delphine et Jacques, à qui je fais un salut aux collègues donc, du CNFPT basé à Toulouse, qui va témoigner tout à l'heure. Et merci aux animateurs, donc Vanessa et Julien, qui font un gros travail effectivement sur ce cycle de 3 webinaires qui nous tenaient à cœur sur la sobriété, en espérant que le replay sera consulté de manière assez fréquente par les personnes qui composent les communautés, mais aussi merci à Farhat en background qui fait un travail de préparation très important. Alors oui, offre de formation qui sera associé donc au compte rendu du webinaire et qui concerne donc des stages sur à la fois la maîtrise de l'énergie dans le patrimoine de la collectivité, sur les questions organisationnelles au sein de la collectivité pour orchestrer la sobriété, mais aussi sur des questions de planification. Il y a aussi des modules qui concernent les financements de la transition, dont la sobriété, mais aussi des questions réglementaires. Alors, on va aussi sur les champs de la mobilité, pas seulement du patrimoine, mais aussi sur des questions d'habitat-logement. Voilà. Donc, ce sont des formations en général qui sont sur une aire de recrutement nationale. Donc, où que vous soyez, vous pouvez y accéder, y participer, en vous inscrivant naturellement sur la plateforme. Et puis sur la dimension événementielle, donc on a donc les rencontres nationales de l'ingénierie territoriale qui arrivent à Angers les 20 et 21 juin, et donc qui vont traiter comment on mobilise les compétences pour réussir la transition écologique. Voilà, donc différents sujets. On sera sur bien sûr une thématique bien plus large que la sobriété, mais la sobriété reste au cœur et un préalable à toute transition. Voilà, je vous mets donc le lien vers le site des rencontres en question, le 20 et 21 juin à Angers, pour que vous puissiez consulter le programme et éventuellement vous inscrire. Voilà, merci Vanessa, je te rends la parole et bon webinaire à tous et encore merci. Vanessa, je crois qu'on t'a perdu. Elle est toujours en ligne. Elle est toujours en ligne, mais on ne l'entend plus. Je pense que la remarque que voulez-vous faire, Vanessa, c'était de poser vos questions et vos réactions sur l'onglet conversation qui se situe en bas à droite. Est-ce que j'ai bien deviné ta pensée, Vanessa? Parfait. Je m'excuse et je vous laisse
commencer. Parfait. Et puis une dernière petite chose, c'est que bien sûr, vous aurez accès au compte-rendu de ce webinaire sur la e-communauté, au compte-rendu et au replay sur la e-communauté énergie donc du CNFPT. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et toutes un très bon webinaire et je remercie aussi bien entendu chaleureusement nos intervenants et je laisse la parole à Aymeric Barraud pour sa présentation de la fresque de la sobriété. Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien de votre côté. Ravi d'être avec vous, de pouvoir participer à ce webinaire, ce dernier de la série sur ces leviers d'action de sobriété énergétique et ce focus sur ces ateliers dits d'intelligence collective. Je vais me présenter en quelques mots et puis après, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de manière joyeuse, pour reprendre l'expression de Vanessa, ou en tout cas de manière ludique, avec un petit quiz pour démarrer. Donc moi, je suis Aymeric Barraud, je suis le co-créateur de cette fresque de la sobriété énergétique et je travaille comme responsable des contenus de sensibilisation, de ce qu'on appelle l'engagement, et donc de la formation au sein de Sobre Énergie. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Je vous le disais, voilà, je vous propose de rentrer dans cette thématique de la sobriété énergétique avec un quiz de manière ludique. Julia, je pense que c'est vous qui avez la main pour lancer la première question. Voilà, c'est fait. Les gens commencent à répondre. Voilà, ça. Alors, je vais préciser, quand on parle du secteur du bâtiment, donc ça comprend l'ensemble des bâtiments donc résidentiels, c'est tout ce qui est la partie logement, et les bâtiments dits tertiaires, donc bureaux, bâtiments administratifs dans lesquels vous travaillez sans doute, bâtiments d'enseignement, centres commerciaux. Voilà, donc le secteur du bâtiment, c'est bien la partie résidentielle et la partie tertiaire. Ok, donc je pense que la précision m'a fait du bien parce que ça a débloqué un certain nombre de votes instantanément. Là, nous avons presque pas tout à fait les 2/3 des participants qui ont voté. Ce serait bien que quelques personnes se décident encore pour qu'on puisse afficher les résultats. N'hésitez pas, c'est pas grave, je pense, si vous vous trompez. Je pense qu'Aymeric va pas vous coller au piquet. Voilà, là, on est pas mal. Je pense qu'on va diffuser les résultats. Aymeric, tu les vois? J'aperçois effectivement, oui, c'est ça, j'ai le détail du sondage. Okay. Et ben on a une majorité qui a voté pour les 44% et c'est effectivement la bonne réponse. Ça, voilà, c'est un ordre de grandeur qu'on n'a pas forcément en tête. C'est pas un chiffre connu, mais ce que représente le secteur du bâtiment, donc l'énergie consommée par les bâtiments en phase dite d'exploitation. Donc ça veut dire pour éclairer nos bâtiments, pour les chauffer, pour les rafraîchir quand on en a besoin l'été, pour faire fonctionner les équipements informatiques. Tout ça, ça utilise 44% de la consommation d'énergie finale de la France. Ça veut dire que le secteur du bâtiment, c'est le plus énergivore en France et c'est quasiment la moitié de l'énergie qu'on consomme. Voilà, c'est vrai que les bâtiments, encore une fois, ça implique tous les logements, donc on y passe, on va dire, la moitié de notre journée pour la partie nuit ou quand on est chez nous, et puis l'autre moitié, on est aussi dans des bâtiments, si on travaille, si on est à l'université, à l'école. Donc voilà, c'est le secteur le plus énergivore. Ce chiffre-là permettait de poser ce décor. Ça fait partie des ordres de grandeur qu'on peut découvrir avec la fresque de la sobriété énergétique et qui sont pas forcément connus. Je vous laisse, Julien, du coup, pour enchaîner sur la deuxième question. Voilà, je vois qu'elle s'est affichée. Alors, là, on est sur une question, voilà, action concrète. On a posé le décor sur le secteur du bâtiment et puis là, une question sur, si on fait un éco-geste au niveau du chauffage, baisser d'1 degré la température de consigne sur ses radiateurs, sur son thermostat, quel peut être l'impact en termes de consommation en kilowattheure?
Je doute qu'il y ait autant de taux de participation aux élections européennes parce qu'on est quasiment à 100%. Donc, on va pouvoir diffuser et on va pouvoir diffuser les résultats tout de suite. Eh Voilà. bien voilà, je vois qu'on a affaire à des connaisseurs visiblement. Ce chiffre-là, il a été assez médiatisé au moment du plan de sobriété énergétique qui avait été lancé par le gouvernement dans les collectivités notamment, dont vous êtes connaisseur. Cette moyenne, elle est donnée, c'est un chiffre de l'ADEME, alors ça reste une moyenne, mais diminuer la température de consigne du chauffage d'1 degré, c'est environ 7% de consommation en moins, 7% en kilowattheure. Donc, attention, on va en reparler, mais évidemment avec la forte hausse des prix de l'énergie depuis 2 ans, eh bien même si on diminue d'1 degré, ça va pas se traduire en diminution en euros, mais par contre voilà, de manière absolue en kilowattheure, on a cet ordre de grandeur, 1 degré en moins, 7% de consommation en moins sur la partie chauffage. Bien, merci pour vos participations actives sur ces 2 questions. Voilà, ça permettait de rentrer dans le vif du sujet de manière un peu ludique. Et puis, c'est assez représentatif de ce qu'est la fresque, enfin les ateliers type FRES, donc ces ateliers d'intelligence collective, qui sont vraiment basés sur cette dimension très participative. Et aussi, l'autre force, c'est la dimension ludique pour s'imprégner, pour être sensibilisé sur des sujets. Voilà, de manière plus innovante et différente d'une conférence ou d'un cours qui pourrait être très théorique. Du coup, je vais vous parler eh bien, de cette fresque de la sobriété énergétique une fois qu'on a posé le décor. Cette fresque, on l'a conçue donc il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Quelques mots de rappel du contexte. On vient de parler des enjeux de réduire ses consommations de chauffage. Pourquoi agir sur ces consommations énergétiques de manière plus globale? C'est un enjeu majeur pour 3 raisons. Les prix de l'énergie, je pense que vous l'avez expérimenté dans vos différentes collectivités. Forte tension depuis 2 ans et depuis le début de la guerre en Ukraine, même si on a plutôt une tendance baissière depuis le début de l'année 2024, mais malgré tout, on sait qu'on ne reviendra pas au prix d'avant crise. Et puis ça impacte fortement parce qu'on a un parc public de bâtiments, les bâtiments des communes, des départements, des régions qui sont globalement assez vieillissants et souvent énergivores. L'autre enjeu pour agir, c'est la réglementation qui se renforce assez sensiblement depuis 2-3 ans. J'évoquais à l'instant ce plan de sobriété énergétique. Alors là, on n'était pas à proprement parler dans le domaine réglementaire, mais c'était une incitation forte de la part des pouvoirs publics d'agir pour passer l'hiver dernier. Le décret tertiaire que vous connaissez sans doute, qui impose une obligation de résultat, aller réduire ses consommations à horizon 2030, 2040, puis 2050, soit avec des objectifs de manière relative, soit avec des objectifs en valeur absolue. Une autre réglementation un peu plus récente, le décret BACS, qui serait le pendant, c'est l'obligation de moyens. Ce décret BACS, il impose d'aller équiper les bâtiments à partir d'un certain seuil d'une GTB, de ce qu'on appelle la GTB, c'est la gestion technique du bâtiment. Ça va permettre de centraliser les commandes des équipements de chauffage, de climatisation, d'éclairage, de ventilation. Et donc, cette obligation de moyens doit servir à l'obligation de résultat pour aller réduire ses consommations via le décret tertiaire. Et puis la loi climat et résilience qui a mis en place notamment ces obligations d'aller solariser ou végétaliser une partie des toitures pour des bâtiments à partir d'un certain seuil. Donc l'enjeu des prix de l'énergie, l'enjeu de la réglementation qui se renforce, et puis évidemment, mais ça va mieux en le rappelant, il y a aussi cet enjeu d'exemplarité, agir face à l'urgence climatique. Vous en avez sans doute compte dans vos territoires respectifs, les impacts du changement, du dérèglement climatique qui sont déjà là, et donc il faut pouvoir agir assez fortement. La réglementation vous y pousse, et aussi sans doute les attentes de vos concitoyens, de vos électeurs sur un devoir d'exemplarité à l'échelle du territoire.
Voilà pour ce rappel du contexte. Dans ce contexte-là, je parlais de l'intérêt des ateliers dits d'intelligence collective. Le modèle, c'est la fresque du climat qui a été créée en 2018. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais ça a été assez répandu. C'est un atelier donc participatif qui donne à expliquer les grands mécanismes du changement climatique. Ça a été déployé à très grande échelle. Vous avez mis ici quelques références de collectivités qui ont déployé ces ateliers. Ce sont aujourd'hui plus d'1,5 million de citoyens partout en France, mais aussi à l'étranger, dans de nombreux pays, qui ont été sensibilisés à ces mécanismes du changement climatique. Ça, c'est la vision macro. On a une multitude de fresques thématiques qui se sont développées en reprenant cette recette à succès. Une fresque sur les enjeux de mobilité, sur l'alimentation, sur la biodiversité. Et nous, moi, j'ai contribué chez Sobre Énergie à créer cette fresque de la sobriété énergétique. Tous ces enjeux sur l'exploitation des bâtiments, l'énergie consommée par les bâtiments. Ça tombe bien, c'était une thématique qui n'était pas encore travaillée, qui ne faisait pas l'objet d'une fresque. On avait cette expertise en interne, donc on l'a déployée. Quelques mots du coup sur Sobre Énergie, j'en profite. Nous, on est une filiale du groupe La Poste et de la Banque des Territoires, donc avec un ADN public assez fort. Et on accompagne les collectivités à 3 niveaux. Une plateforme digitale qui permet de suivre vos consommations, de repérer les bâtiments les plus énergivores, d'être alerté en cas de dérive de consommation. On a toute une activité d'audit énergétique. Une fois qu'on a repéré des bâtiments prioritaires, on peut aller les auditer et faire ressortir des scénarios d'action. Et puis la troisième brique, c'est toute la partie conseil, sensibiliser les occupants aux bonnes pratiques, aux éco-gestes, à cette démarche de sobriété. C'est ce qu'on appelle, nous, l'engagement des collectivités. Et c'est dans ce cadre-là que parmi différents outils, les challenges, des affiches, on a créé aussi cet atelier fresque de la sobriété énergétique. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Voilà, si vous connaissez, si vous avez déjà participé aux autres fresques thématiques qui existent, c'est le même principe, c'est assez simple. C'est un atelier donc collaboratif. Les participants, 10 à 15 participants, voilà, s'emparent des cartes. C'est une quarantaine de cartes qui, pour les nôtres, concernent tous les enjeux d'exploitation du bâtiment, l'énergie consommée par les bâtiments, quel type d'énergie, le chauffage, l'éclairage, la climatisation, les équipements électriques. On est sur un format classique, 2h30 d'atelier. Donc, l'idée, c'est que les agents, les participants à l'atelier soient vraiment acteurs de cette démarche et ça aide à mieux comprendre et s'approprier les connaissances. Il y a l'animateur qui est là en fil rouge. Et puis, on a 3 phases. Une première phase, c'était par exemple l'objet de la première question, bien avoir en tête l'état des lieux, que représente et que consomme le secteur du bâtiment, quel type d'énergie. Et puis là, voilà, on va voir qu'on est encore une forte dépendance aux énergies fossiles et que ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, une fois qu'on a posé l'état des lieux, ce que consomment les bâtiments et les objectifs fixés par la France dans le cadre de la SNBC, notamment la stratégie nationale bas carbone, eh bien, toutes nos cartes, elles sont plutôt axées solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller atteindre ces objectifs? Comment réduire les consommations? On a pris les usages principaux du bâtiment sur le chauffage, sur l'éclairage, sur la climatisation, sur les équipements électriques. Donc, toutes les cartes sont autant de leviers d'action, autant d'outils pour aller réduire et avancer dans la sobriété énergétique. Et puis l'idée, c'est que cet atelier, c'est l'objet de la dernière phase, il serve d'accélérateur d'une démarche de sobriété quand il y a des plans de sobriété énergétique qui sont lancés dans vos collectivités respectives. L'atelier peut être un point de départ pour initier la démarche, peut être un accélérateur pour aller diffuser cette démarche. C'est ce qu'on a fait, je vous en reparlerai avec certaines collectivités. Souvent, c'était un atelier déployé pour les référents, les ambassadeurs sobriété énergétique. Donc voilà, c'était un outil qui était mis à disposition pour pousser ces enjeux dans leurs fonctions respectives.
Ici, quelques exemples de cartes pour vous voyez à quoi ça ressemble. Ça veut dire que très concrètement, on va parler de mix énergétique, je le disais. Donc ça, c'est la photographie. Nos bâtiments, ils consomment beaucoup d'énergie. Vous l'avez vu, c'est le secteur le plus énergivore en France. Et puis surtout, beaucoup d'énergie fossile, encore une fois. Donc ça a un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça a un impact en termes de prix. On va parler aussi ensuite sur les solutions d'éco-gestes. Voilà cette carte veille cachée eh bien, qui va vous expliquer que laisser brancher les équipements, même si c'est imperceptible, ça consomme de l'énergie et donc ça a un coût malgré tout. On a des cartes sur des solutions un peu plus techniques. On parle ici de l'intérêt de la pompe à chaleur qui décarbone en remplaçant une chaudière fuel ou gaz par une pompe à chaleur qui fonctionne à l'électricité. Ça permet de décarboner sa production de chauffage. Et puis symboliquement, la carte de droite, en bas, ma carte engagement qui est voilà qu'on propose aux participants d'aller remplir. Elle est volontairement vierge. On propose aux participants de la remplir dans la dernière phase de l'atelier. Une fois qu'ils ont mieux compris tous les éco-gestes à disposition, tous les mécanismes, à quoi on s'engage dans sa collectivité, chacun à son niveau, agent ou responsable sur la collectivité. L'atelier, eh bien, très concrètement, voilà, je le disais, on est sur une dizaine de participants. L'idée, ça va être de trouver les liens entre les différentes cartes pour aller réaliser des parcours dits de sobriété énergétique. On a une phase principale de co-construction de la fraise. Donc, encore une fois, volontairement, l'idée, c'est que les participants, vous-même, si vous testez, soyez acteurs de ça. Donc, vous découvrez les cartes, vous échangez avec vos collègues ou les autres participants. Et puis, au fur et à mesure, vous construisez cette fresque avec le premier lot de cartes. J'en parlais sur les ordres de grandeur, les enjeux clés. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire sur le chauffage? On a un certain nombre de leviers d'action, sur l'éclairage, sur la climatisation. Ça, c'est la première phase. Et puis la deuxième phase, voilà, comment on peut établir un plan d'action dans son organisation, dans sa collectivité. Là, ça permet d'avoir un tour de table, d'enclencher la discussion sur des solutions qui sont apparues au fur et à mesure des cartes ou sur d'autres solutions. Évidemment, il a fallu faire des choix, donc tout n'est pas évoqué sur les cartes, mais il y a d'autres choses que vous avez peut-être déjà testées dans vos collectivités l'hiver dernier, si vous avez déjà déployé des actions ou un plan de sobriété énergétique. Et l'idée, voilà, c'est que soit vous êtes au début de la démarche, ça peut aider à construire ce plan d'action, soit la démarche, elle est déjà initiée. Et puis cet atelier, il peut être proposé pour former des référents, des ambassadeurs sobriété qui seront en quelque sorte les fers de lance de cette démarche. Cet atelier tel qu'il a été conçu et déployé, c'est ce qu'on a fait par exemple avec le département du Nord ou la métropole d'Angers. C'était typiquement voilà, pour aller former ces ambassadeurs, ces référents sobriété énergétique. On avait deux types de publics et c'est ce qu'on recommande pour la fresque. Des agents qui sont entre guillemets plus novices parce qu'ils vont être sur des fonctions peut-être plus administratives, quelqu'un qui travaille au service des ressources humaines, quelqu'un qui travaille à l'informatique, quelqu'un qui est sur le service communication, voilà, moins en prise directe avec ces enjeux d'énergie, mais ça permet de s'emparer du sujet, parfois de déconstruire certains préjugés. Et puis, on a aussi des personnels, des agents plus techniques qui, eux, eh bien, grâce à l'atelier, vont pouvoir approfondir leurs connaissances et puis surtout mieux communiquer leurs problématiques. On sait que, j'évoquais le chauffage en introduction, cet enjeu du chauffage, le ressenti de la température est très personnel et souvent eh bien, source de tensions, de discussions entre collègues, ceux qui disent « nous ici dans cette pièce on a très froid », d'autres qui ont trop chaud. On fait le pari que voilà, si on peut mieux dialoguer, mieux discuter entre les agents sur des fonctions administratives et puis le personnel technique, eh bien, on va avoir un diagnostic commun, on va mieux comprendre pourquoi on a conseillé d'aller mettre le chauffage à 20 degrés ou 19 degrés plutôt que 22, quelles sont les solutions pour voilà, que ce soit plus supportable pour tout le monde. On fait le pari qu'en comprenant mieux, on partage un diagnostic et derrière le dialogue et la mise en place des actions, il est facilité d'autant.
Donc cette fresque de la sobriété énergétique, elle répond à un triple besoin que vous avez sans doute ressenti dans vos collectivités ou vos fonctions respectives. D'abord, ce besoin de pédagogie, ça nécessite peu de moyens d'aller parler de sobriété énergétique, d'aller sensibiliser, mais ça nécessite surtout du temps et un besoin d'aller expliquer, faire de la pédagogie, dialoguer, parfois déconstruire certains préjugés, j'en parlais à l'instant. Donc voilà, l'idée c'est que cet atelier va permettre de vous aider à mieux comprendre et donc derrière de mieux agir quand on va vous sensibiliser aux actions qu'on peut mettre en place sur l'éclairage, sur le chauffage, la manière peut-être d'aller rafraîchir certains bureaux sans tout de suite recourir à la climatisation qui est assez énergivore. Un besoin aussi d'engagement, comment on peut mobiliser des agents dans une démarche de sobriété. On sait que voilà, la clé c'est le dialogue, mais il faut aussi de la récurrence. Un atelier ou une réunion à un instant T, ça va avoir un effet, mais après, c'est comme les résolutions du 1er janvier, eh bien, ça s'émousse, ça s'essouffle, et on sait qu'au bout de 2-3 mois, on perd les bonnes habitudes qu'on a pu prendre. Donc, ce type d'atelier déployé de manière récurrente peut permettre voilà, de rythmer cette démarche de mobilisation. Et puis aussi, l'avantage et le besoin, c'est que cet atelier, il est innovant, mais il a aussi un impact très palpable, un impact qui peut être assez rapide à court terme. Je vous ai mis ici un chiffre qu'on rappelle souvent dans l'atelier. Mais voilà, ces actions dites comportementales, donc d'aller ajuster la température de consigne, d'aller favoriser l'éclairage naturel ou le rafraîchissement naturel dans certaines pièces. Toutes ces actions dites comportementales, éco-gestes, eh bien, c'est 10 à 15% d'économie d'énergie en moyenne. Ça, c'est un chiffre qui est donné par l'Observatoire de l'immobilier durable qui publie chaque année un baromètre sur un panel de bâtiments. Et donc voilà, 10 à 15% d'économie d'énergie, eh bien, je pense que vous qui gérez des collectivités, ce n'est pas négligeable. C'est un impact assez substantiel et encore une fois qui peut être atteint à court terme sans gros investissements, sans parler de gros travaux, mais déjà en initiant cette démarche et en sensibilisant vos agents ou vos ambassadeurs sobriété. Ça peut aussi, quand on parle d'impact, c'est peut-être que vous connaissez le concours Cube, ce championnat de France des économies d'énergie. Nous, on a accompagné les bâtiments du groupe La Poste, donc voilà, un vaste parc, 10 000 bâtiments répartis dans, j'allais dire à défaut d'être dans toutes les communes de France, mais en tout cas dans de très nombreuses communes de France. Eh bien, on les a accompagnés, on a déployé des ateliers fresques de la sobriété énergétique dans les différentes régions du groupe La Poste. Et ça a contribué, entre autres, eh bien, aux bons résultats et aux économies d'énergie avec cette dimension de sensibilisation et d'éco-gestes. Voilà, je vous ai mis ici quelques références avec qui on a travaillé, une préfecture, la métropole de Valenciennes dans le Nord aussi. Et voilà, souvent, les retours sont positifs. Une initiative qui voilà, permet à la fois de répondre à cet enjeu de pédagogie, bien comprendre les enjeux et puis donner envie d'agir. Ça, je pense que au-delà de la phrase de la sobriété énergétique, c'est vraiment la force de ces ateliers type fresque. C'est de pouvoir vraiment sensibiliser de manière ludique et derrière de donner envie de passer à l'action, voilà, sans être trop culpabilisant, trop descendant avec une formation à cours plus théorique. Voilà, je jette un coup d'œil au chronomètre, je suis à peu près dans les temps, j'en termine, voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir notre atelier fresque de la sobriété énergétique. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai remis ici, vous tapez aussi sur votre moteur de recherche préféré et on a un site internet avec voilà, d'autres exemples de cartes et des visuels. Et puis un contact d'une collègue chez nous qui vous pouvez échanger pour des questions plus concrètes sur l'organisation de l'atelier. Et puis évidemment, comme ça avait été précisé en introduction, n'hésitez pas à poser vos questions et il y a un temps qui sera dédié à l'issue pour répondre déjà à des premières questions plus immédiates. Voilà, merci à tous de votre attention et puis il est tout juste 11h30, donc je repasse la main à Vanessa.
Merci Aymeric. Déjà, je salue le sens du timing, effectivement. Voilà, c'était ce qu'on s'était donné. Donc, merci à toi pour cette présentation, voilà, très riche. Donc, on reviendra. Hein, il y a eu justement une réaction, mais n'hésitez pas à continuer hein, si vous en avez d'autres. Hein, on reviendra après là-dessus. On a découvert effectivement avec toi cette fresque de la sobriété. On va continuer dans la découverte maintenant autour des actions comme ça d'intelligence collective qu'on peut mettre en place, comme tu l'as précisé, au sein des collectivités territoriales et au sein et à destination aussi des citoyens en règle générale, justement. Et ce qui peut être intéressant parfois, ça peut être d'inscrire comme ça un cursus, un parcours presque dans lequel on peut imaginer retrouver plusieurs types d'ateliers avec différentes fresques. Donc, c'est peut-être un cheminement puisque, comme l'a dit Aymeric, il existe de nombreuses fresques et puis chacune ont aussi leur pertinence en fonction de ce que l'on souhaite mettre en avant ou proposer à voir et à interroger. Je laisse donc maintenant la parole à Delphine qui va nous faire découvrir cette fresque des nouveaux récits qui peut être une forme aussi de complémentarité avec la précédente. Delphine, je te laisse la parole. Merci Vanessa, bonjour à toutes et à tous, et puis merci également à Emmanuel et Julien pour votre accueil dans ce webinaire. Je suis ravie d'être là pour parler de la fresque des nouveaux récits. Donc, moi, je m'adresse à vous en tant que membre du CA, de l'association La Fresque des nouveaux récits. Donc, on a un organisme collégial au niveau. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la joie d'avoir votre vidéo? Voilà. Bon pour vous? Alors, je continue donc. Delphine, enchantée. Et donc oui, je représente l'association, je fais partie du CA de cette association depuis à peu près 1 an. Et donc on travaille bénévolement au développement de cette association. Et j'ai eu effectivement la chance d'animer la fresque des nouveaux récits à plusieurs reprises avec le CNFPT, donc dans le cadre des RNIT, dans le cadre de Journée de l'environnement aussi, et puis avec notamment Jacques Tanchou qui reviendra sur cette expérience justement juste après moi. Et donc, c'est vrai qu'on est ravis de voir que le CNFPT et les agents territoriaux se saisissent d'outils d'intelligence collective comme le nôtre. Et donc, je vais vous en dire un petit peu plus parce que je suppose que ça vous parle un petit peu moins comme ça au premier abord, la fresque des nouveaux récits. Et je vais vous parler d'abord de l'association elle-même. Donc, elle se compose de 4 membres permanents et 6 membres du CA bénévoles qui contribuent donc activement au développement du projet. Donc les permanents, pour l'instant, on est sur une petite équipe avec des alternants, des stagiaires, mais donc l'association se développe. On voit qu'il y a un engouement pour les fresques, y compris la fresque des nouveaux récits. On a plus de 12 000 participants aujourd'hui et environ 370 animatrices, dont 60 à peu près en pro. On a une formation pro qui permet d'aller plus loin pour pouvoir animer auprès justement des collectivités ou des entreprises. Et c'est une fresque donc, et l'association également qui va avec, qui ont été fondées par Alexis Klein en 2020. Et donc notre raison d'être, c'est de, comme vous pouvez le lire, faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour toutes et tous, en facilitant l'adoption de comportements soutenables grâce à l'imagination de nouveaux récits. Donc justement, on va revenir un petit peu sur tout ça pour vous expliquer ce qu'on veut dire par là. Donc d'abord, faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour toutes et tous. Vanessa disait que vous aviez parlé déjà dans les premières sessions du donut. Donc justement, l'économie du donut, c'est l'image que vous avez là. C'est donc une théorie économique qui a été développée par une Britannique qui s'appelle Kate Raworth, et qui s'est rendu compte effectivement qu'en plaçant les limites planétaires, les frontières planétaires sur un cercle, en dehors du cercle, comme on a l'habitude de les représenter, et à l'intérieur un autre cercle qui représente les planchers sociaux,
le plancher social en fait, et ben ça nous donnait un donut entre ces deux cercles-là, qui serait finalement l'espace sûr et juste pour que l'humanité se développe. Voilà. Donc en respectant à la fois limite planétaire et plancher social. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire émerger finalement, et on veut faire émerger ça grâce à l'imagination de nouveaux récits. Donc des nouveaux récits, il en existe déjà. C'est ce qui nous donne de l'espoir aussi, hein, c'est cette idée de changement de cap dont parle Johanna Macy. Je ne sais pas si vous avez déjà pu lire des ouvrages d'elle ou si vous l'avez déjà rencontrée, mais donc c'est une éco-psychologue, et elle a écrit un livre notamment où elle parle de ce changement de cap, du fait qu'aujourd'hui dans notre société on a trois grands récits finalement qui s'affrontent. Celui du business as usual d'un côté, qui dit bon bah on continue à faire comme on a toujours fait, il n'y a pas de problème, les choses vont se régler, la science, la technologie sont là, etc. Ce type de discours-là. Il y a le discours un petit peu, enfin le récit de l'effondrisme finalement, qui nous amène un petit peu à l'inaction aussi, parce que là c'est plutôt si tout est foutu, finalement, à quoi ça sert de bouger. Et puis il y a le changement de cap qui est une autre possibilité, un autre type de récit vers lequel on peut aller, et qui là permet de donner de l'optimisme et de passer à l'action. Et donc, c'est ce type de nouveau récit qu'on veut faire émerger nous. Donc, notamment, là, les petits exemples que je vous ai mis, il y a Ecotopia, qui est un roman qui date des années 70 déjà, dans lequel l'auteur a imaginé une société vraiment qui respecte à la fois frontières planétaires et planchers sociaux. Donc ça adresse un petit peu tous les sujets, aussi bien la place de la femme dans la société que le respect de la nature. Et donc c'était assez visionnaire déjà. Il y a des choses aussi comme Demain, par exemple. Vous avez peut-être vu le documentaire de Cyril Dion, où là vraiment on met en avant des initiatives qui existent et qui ont fonctionné un peu partout autour de nous. Donc là c'est vraiment aller faire un petit peu du journalisme de solution, aller montrer ce qui existe et qui fonctionne. Des fictions aussi comme Le siècle bleu de Jean-Pierre Gou, qui a d'ailleurs sorti la suite récemment, qui s'appelle La petite princesse. Et puis Les déliés de Sandrine Roudot aussi, que j'ai mis là comme exemple. C'est assez rigolo puisqu'elle elle inclut aussi les réflexions sur l'IA, notamment avec je ne sais pas si vous avez suivi les avancées récentes de ChatGPT, mais ça fait partie des questions qu'on peut se poser aussi sur quelle société on veut demain. Et donc, elle parle de ça aussi dans ce roman. En tout cas, voilà, ce sont des exemples de nouveaux récits. Nous, on aime bien préciser quand même que ce qu'on entend par nouveau récit, l'important, c'est que ce soit universalisable du point de vue des frontières planétaires. C'est-à-dire que finalement, si tout le monde voulait faire ce qui est proposé, on respecterait quand même les frontières planétaires. Idem du point de vue du plancher social. Et puis on rajoute un troisième critère qui est que ça améliore la qualité du tissu social. Donc finalement on parle quelque part d'une économie du donut convivial. C'est ça pour nous, pour éviter de parler nouveaux récits de manière un peu greenwashing. Il faut vraiment que ça respecte ces critères-là à notre sens. Et donc concrètement, comment ça se passe avec l'atelier? Donc, on est sur un atelier assez classique, une fresque assez classique finalement. On a à l'inverse d'autres fresques qui ont des sources scientifiques ou uniques, comme les rapports du GIEC par exemple pour la fresque du climat. Nous, on va être sur une bibliographie plutôt extensive avec des sources qui proviennent des sciences humaines, sciences sociales, donc des sciences cognitives, de la psychologie, des neurosciences, donc énormément de livres références qu'on fournit d'ailleurs aux participants pour leur permettre de creuser ces sujets-là à l'issue de l'atelier. C'est un atelier qui se joue en intelligence collective. Émeric en a un petit peu parlé, et c'est vrai que c'est vraiment la méthodologie qui nous tient à cœur, avec un parcours tête, cœur, corps aussi qu'on essaie de faire vivre aux participants pour qu'ils s'approprient vraiment ces sujets, et que en plus de la compréhension, il y ait aussi la dimension émotionnelle, se sentir vulnérable, être réellement touché par ces sujets-là. Et puis la dimension corps qui est finalement le fait de passer à l'action. On est sur des ateliers qui essaient de favoriser le passage à l'action.
Et donc nous, on est sur des groupes de 4 à 8 personnes autour d'une table qui vont travailler ensemble pour travailler d'abord avec les cartes, donc avec un facilitateur, une facilitatrice évidemment pour mener le jeu. Et on a effectivement 2 grandes parties dans l'atelier. La première qui est donc inspirée de la pédagogie fresque du climat. Donc on crée des liens entre les cartes pendant à peu près 1h30. On va avoir 5 lots de cartes dans la fresque des nouveaux récits et chaque lot va s'intéresser à un type de grand récit qu'on peut avoir dans nos sociétés. La deuxième partie, elle est inspirée, elle, de l'utopique fiction. Donc là, ça va être quelque chose d'assez différent pour le coup des autres fresques qui existent. Et ça va être un atelier d'écriture, donc qui dure 1h30 à peu près. C'est très timé. C'est un atelier qui a été conçu et testé de nombreuses fois, donc vraiment avec un rythme et une pédagogie très précise qui permet de faire avancer les participants à travers différentes phases pour réellement aboutir à la fin à un texte qu'ils auront coécrit, donc à plusieurs mains, mais qui aura quand même une cohérence narrative. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette deuxième partie, il en existe plusieurs. Donc, en fait, ça permet d'assez largement adapter l'atelier selon les besoins. Donc, il y a notamment une partie qui avait été conçue plus pour le grand public et une autre qui a été conçue plus pour les entreprises et une autre plus pour les collectivités. Mais on a la possibilité des fois de faire jouer une partie par exemple, la fabrique des utopies réalistes qui a été conçue pour le grand public, elle est vraiment utilisable dans toutes circonstances. On me demande le site de la fresque des nouveaux récits, il sera indiqué à la fin, j'ai vu. Donc, pour revenir sur ces 2 parties un peu plus précisément, la partie 1 avec les cartes, elle a 3 intentions principales. D'abord, montrer que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. Alors une espèce fabulatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se raconte des histoires et qu'on y croit très fort. C'est en fait depuis la révolution cognitive qui a eu lieu à peu près il y a moins 70 000 ans, qui nous a permis d'avoir ces capacités finalement à ne plus juste percevoir le monde tel qu'il est, mais rajouter une couche qui est de l'ordre du récit, avec ce qu'on est capable d'imaginer, qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir vivre en plus grand groupe, de fonctionner en plus grand groupe. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire comprendre dans la première partie de la fresque, parce que d'ailleurs, on pourrait faire le jeu, je ne sais pas si vous avez des idées dans le chat, vous pouvez nous mettre quelques idées de grands récits qui sont aujourd'hui des récits acceptés par tous. Je vous laisse écrire un petit peu, puis on verra si vous voyez la croissance verte. On parle plus de récits qui vraiment sont au fondement de notre fonctionnement. Donc on peut parler par exemple de la monnaie. La monnaie est un récit, hein, c'est ce que dit Yuval Noah Harari d'ailleurs dans Sapiens. J'ai mis la couverture du livre à cet endroit-là, parce que c'est vraiment une des choses sur lesquelles il développe pas mal dans Sapiens. Donc voilà, on s'est construit en tant que société autour de certains récits sur lesquels on est tous d'accord. Et il se trouve que ce qu'on va pouvoir voir dans la première partie aussi, c'est que les récits plutôt dominants aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentales, agissent comme des verrous à la transition. Et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il existe des clés qu'on peut véhiculer justement dans les nouveaux récits pour projeter ces verrous. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la première partie. C'est passé un peu vite, pardon. Dans la première partie, et donc dans la deuxième partie, alors si on regarde la fabrique des utopies réalistes, qui est plutôt la partie réservée, qui a été conçue au départ pour le grand public, on va s'attacher à faire changer... attendez, je me rends compte que il me semblait bien que j'avais raté une slide dans ma présentation. Alors, je vais quand même revenir dessus parce que sinon, c'est dommage pour la suite. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça a sauté directement de slides. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, du coup, c'est que dans les valeurs fondamentales de l'association,
On a bon, l'ambition d'abord. Et alors non, c'est pas celle-là sur laquelle je voulais revenir, mais décidément, il y en a vraiment beaucoup qui ont sauté. Non, c'était celle-là. Donc, c'était le fait que dans notre raison d'être, je disais qu'on souhaite faciliter l'adoption de comportements soutenables. Et donc, pourquoi on parle de comportements soutenables grâce au nouveau récit? C'est parce que nos comportements, c'est ce qu'on peut voir sur ce petit dessin-là qui l'explique très simplement. Nos comportements, finalement, sont nos actions, c'est ce qui est observable, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais en dessous de ça, tout ça est conditionné finalement en grande partie par ce qui n'est pas observable, mais qui vient du domaine des représentations. Donc nos croyances, nos modèles mentaux, nos visions du monde. Et c'est en ça qu'on parle de récits et de récits dominants, notamment. Donc voilà, je vous refais quand même aussi la petite slide sur nos valeurs fondamentales au passage. Ambition, créativité et persévérance, parce que ça explique aussi le pourquoi de comment est conçu l'atelier. Donc notre ambition, c'est de réellement changer le statu quo par un changement d'imaginaire. Donc ça passera pour nous par un changement d'imaginaire en partie, et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Une autre valeur fondamentale qu'on a, c'est la créativité. Le fait de faire prendre conscience aux pionniers et pionnières de la transition qui disposent d'un outil finalement très puissant, un outil de transformation qui est notre esprit créatif. Et tout ça demande de la persévérance, puisque ce qu'on souhaite faire, c'est rendre les utopies réalistes finalement, et ce futur qui correspond à l'économie du donut convivial, ce futur évident. Ce qu'on dit, c'est que l'utopie, ce n'est finalement pas l'impossible, mais juste l'impensable. Et quand, pour revenir même à l'origine du terme, quand Thomas More écrit Utopia, finalement, c'est pour imaginer la meilleure forme de communauté. C'est pas naïvement pour rêver ou autre, c'est réellement pour faire advenir finalement, notamment une démocratie, une époque où on est dans une monarchie de droit divin. Et je vous avais remis cette citation de Cyril Dion, qui est aussi sur la première carte de notre jeu, qui dit que pour créer une société différente, il faut déjà l'imaginer. Donc, si on n'arrive pas à remuscler notre imagination et à se projeter sur ce qu'on veut, on n'arrivera pas à trouver le chemin pour y aller. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui est une des raisons de cette deuxième partie dont j'étais en train de vous parler. Et donc, cette deuxième partie qui est un atelier d'écriture, on va s'attacher, en ce qui concerne la fabrique des utopies réalistes, à faire changer une norme sociale. Et en ce qui concerne l'organisation du monde d'après, là où l'entreprise du monde d'après, qui est plus applicable en entreprise, là l'idée c'est de réfléchir d'abord au pourquoi avant de réfléchir au comment et au quoi. Donc c'est le cercle d'or de Simon Sinek, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais voilà, on utilise cette méthode-là pour essayer de revenir au pourquoi et à la raison d'être finalement d'une entreprise ou d'une organisation. Donc ça, ce sont les possibilités qu'on a pour la partie 2 et comme je disais, on a aussi une partie 2 spécifique pour les collectivités qui est en cours d'élaboration et puis on peut toujours adapter l'atelier selon l'utilisation qui veut en être faite. On peut faire l'atelier en ligne. Donc là, je vous ai mis une image, c'est peut-être pas très clair pour vous, mais c'est en gros, on utilise Mural, c'est peut-être aussi Miro, c'est un petit peu pareil. Et donc, on va pouvoir faire tout l'atelier en ligne, manipuler les cartes, les déplacer pour faire la fresque. Et la deuxième partie, après, rédiger les récits avec toutes les étapes de cette deuxième partie sur les récits. Donc ça se fait très bien en ligne, surtout qu'on a une partie écriture. Donc, ça évite d'avoir des gens qui écrivent sur des feuilles de papier qu'on n'arrive pas à relire après. Ça marche bien aussi. Ah, voilà, ça va encore sauter une slide. Voilà, et donc les retours, je vous ai mis quelques photos de retour, quelques photos d'atelier et des retours qu'on a pu avoir sur l'atelier. Donc là, c'est des photos de l'atelier en présentiel. Donc c'est un atelier qui s'adresse en fait à tout type de public, comme on le disait, et qui peut être utilisé pour la conduite du changement, notamment parce que ça permet vraiment de se projeter. Ça peut être utilisé aussi pour construire une vision commune quand on est au début d'un projet, au début de la création d'une équipe, etc. Et puis, ça permet aussi tout simplement
voilà, de refaire le point, de réfléchir et vraiment, vous l'avez compris, hein, de se projeter dans l'atelier, on se projette jusqu'en 2034, à 10 ans d'aujourd'hui, pour essayer de voir, comment faire émerger une société qui correspondrait à l'économie du donut. Donc je vous lis les petits commentaires si vous les avez pas lus. Donc la fresque des nouveaux récits fut un moment de partage très marquant et inspirant pour l'équipe. Nous avons pu mieux comprendre les biais et freins bridant notre imagination et réfléchir ensemble au futur possible pour notre entreprise. Ça, c'était chez Home Exchange. Et puis, Fabrice Bonifay qui a dit « Les récits ont façonné le monde. Celui de l'illusion d'un monde sans fin a commencé son agonie. Il est urgent d'en inventer un autre dans lequel il sera possible de reprendre espoir. Et bien, la fresque des nouveaux récits permet de comprendre comment l'établir. » Voilà, et comme promis, voilà le lien vers le site de la fresque des nouveaux récits. Vous pouvez nous retrouver aussi sur LinkedIn, Instagram, Facebook, avec plaisir, ou peut-être vous aurez mon contact aussi à l'issue de l'atelier. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter. Et puis, du coup, je vais laisser la parole et je crois que Jacques va pouvoir vous parler plus concrètement de ce qu'on a fait avec la fresque des nouveaux récits avec lui. C'est parfait. Merci Delphine. J'ai presque pas besoin d'intervenir. La transition était toute faite. Donc effectivement, je laisse la parole à Monsieur Jacques Tanchou qui va nous illustrer son retour d'expérience sur cette fresque des nouveaux récits. Et juste pour information, je l'indiquais dans l'onglet conversation, moi je l'ai vécu aussi donc à titre personnel en distanciel. Voilà, c'est une information que je souhaitais glisser parce que si il y a des questions qui émergent aussi par rapport à cette situation-là, ben n'hésitez pas, j'y répondrai tout à l'heure avec plaisir. Donc je vous laisse la parole. Merci à vous Delphine pour cette présentation et je laisse donc la parole à Jacques maintenant. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, oui. Ok. Alors juste Vanessa, moi j'ai un petit souci technique, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas le partage affiché. Donc si jamais quelqu'un, je pense que c'est le réseau à Toulouse qui est insuffisant. Donc si quelqu'un peut passer les slides, voilà. Enfin, il n'y en a pas beaucoup et ça va pas trop gêner mon retour d'expérience. Donc vous dire tout d'abord, donc je travaille au CNFPT à Toulouse. On a décidé de programmer la fresque lors des universités de l'innovation publique qu'organisent toutes les délégations du CNFPT et auxquelles peut-être certaines d'entre vous ont déjà participé. Voilà. L'idée pour moi, c'était de trouver une activité qui allait nous permettre d'abord de construire un peu un vécu commun et ensuite pouvoir prototyper. Voilà. Donc c'était sur toute une journée, c'est-à-dire qu'on a fait la fresque des nouveaux récits telle que présentée par Delphine le matin et l'après-midi on a repris et un petit peu poussé les ateliers d'écriture pour avoir entre guillemets ce que j'ai appelé prototypage sans être pompeux mais de ces récits. Voilà, et ce qui permet aussi parce que bon comme on l'a dit, des fresques il y en a beaucoup, des ateliers aussi. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les situations. Voilà. Mais quelquefois, je trouve que quand on se quitte à la fin, c'est quelquefois un peu abrupt. Donc là, l'idée, c'était, enfin, le pari, entre guillemets, c'était de repasser encore 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi pour reprendre les récits écrits le matin et pour les pousser, les mettre en forme. Voilà. Donc nous étions une petite trentaine. Donc ça faisait des groupes de, je sais plus, 13, 14 peut-être par salle avec 2 animatrices, Delphine et Dominique. Voilà, donc on a joué la fresque telle que elle a été décrite par Delphine. Donc comme ça a été dit, ça ressemble d'un point de vue matériel à ce que l'on fait lors de la fresque du climat. L'idée est donc de construire avec les cartes au fur et à mesure et collectivement
un parcours commun. Voilà, donc vous dire que donc ce n'était pas avec un type de métier des collectivités bien particuliers, ce n'était pas avec les agents d'une seule collectivité, mais c'était des agents qui venaient un petit peu de toute collectivité d'Occitanie et qui occupaient différentes missions, donc un public vraiment hétérogène entre guillemets. Voilà, donc la maille et le fait qu'on se place au niveau des récits, ben, ça a permis à tout le monde d'accrocher. Voilà, alors moi, cette notion de récit à titre personnel, je la trouve très importante. Voilà, parce qu'on stigmatise un petit peu euh, l'éco-anxiété, par exemple, alors que je pense que les gens qui sont éco-anxieux sont finalement les gens qui sont sains d'esprit. Mais une des manières, un des ressorts pour pouvoir sortir d'un peu cette sidération face à toutes ces infos répétées que l'on croise soit dans la sphère professionnelle, soit dans la sphère privée, ben, c'est de se mettre en mouvement et le récit, quand on est comme ça en atelier à plusieurs, c'est un moyen adéquat et très performant de pouvoir se mettre en mouvement et donc de dépasser un petit peu. On déconstruit donc les grands récits à une échelle un petit peu anthropologique, ce qui, à titre individuel, eh bien, correspond un peu à nos normes et nos représentations qui nous sont personnelles, mais qui sont aussi souvent partagées. Donc voilà, on avance. Dans la première partie, ça nous permet donc de construire, de discuter, d'échanger et d'avancer pour avoir finalement à chaque table, puisqu'il y avait plusieurs tables, à chaque table de converger. Et ensuite, donc on s'est tous mis à l'atelier d'écriture. Et l'intérêt aussi, de mon point de vue, alors du point de vue CNFPT qui proposait cette activité à des collègues de collectivité, c'est que les récits, ben, il y en a toutes sortes. Ça peut être sur toutes sortes de sujets. Et puis sur des mailles, enfin comme on est dans des nouveaux récits, on n'est pas freiné entre guillemets par la pesanteur de, du quotidien. Donc voilà, on peut se projeter facilement et avec des mailles très différentes. Hein, on peut décider entre guillemets de vouloir changer le monde ou au contraire seulement de se concentrer sur un petit projet. Donc là, c'était la façon dont nous, on l'a mené, mais on peut imaginer que si la fresque est jouée au sein d'une collectivité, au sein d'un service ou auprès d'un public particulier, bon, ben, le récit qui ressort des ateliers d'écriture peut être problématisé aux logiques professionnelles. Voilà, puis de manière générale, pour terminer, c'est ben, comme tous ces ateliers, c'est aussi une sensibilisation. On peut aller plus loin, comme le disait Aymeric tout à l'heure, en fonction des profils. Hein. Donc, je suis un petit peu novice face à ces questions où j'y ai pas beaucoup réfléchi. Bon, mais je rentre dedans facilement. Je peux poser des questions, me nourrir du collectif, deux ou des animateurs, animatrices. Et au contraire, je suis déjà un peu plus renseigné sur le sujet, mais je peux creuser, approfondir, aller un petit peu plus loin. Donc, ça s'adapte finalement à différentes, enfin, à différentes maturités entre guillemets face à ces questions. Voilà. Donc ça, c'était peut-être les deux premières, enfin les premières diapositives où on voyait des photos là du groupe. Et donc pour terminer, vous dire que donc nous, on a décidé de se projeter en 2033. Donc on était à l'université de l'innovation 2023 et donc on imaginait quel serait, si on se retrouve 10 ans plus tard pour un nouvel événement Université de l'innovation du CNFPT en 2033, voilà quels seraient nos sujets. Voilà, donc vous avez en diapositive 4 là nos utopies réalistes. On a décidé que le livrable final aurait la forme d'un petit magazine. Donc je vous ai mis la couverture. Donc vous voyez donc différents points de vue, différentes granulométries entre guillemets des sujets. Donc il y avait un sujet sur la loi 7UI qui était décrypté.
un sujet sur l'école collaborative, un sujet sur Nîmes et les communs municipaux qui sont mis en place en 2033, un sujet sur les émotions dans le travail et le fait que les bâtiments travaux publics s'intéressaient désormais aux émotions dans le travail. Vous le verrez pourquoi un petit peu plus loin. J'ai fait un focus sur cet article-ci. Et enfin, il y avait un dernier sujet qui, là, ça a été... l'idée était de se retourner, de faire un flashback et de raconter aux jeunes de 2033 quel était le monde de 2023. Voilà, donc vous voyez, ça permet à tout le monde de s'exprimer, à tous les esprits très, très rationnels, concrets qui peuvent être sur un sujet, comme un peu les rêveurs poètes qui peuvent être sur des sujets ou des mailles un peu plus lâches. Voilà, donc la diapositive suivante, vous avez l'essentiel des pages du magazine, des différents articles. L'idée de l'atelier d'écriture, et alors ça a été renforcé par notre proposition de continuer le travail l'après-midi, ben c'est que ça permet vraiment à toutes et à tous d'être créatifs. Donc un collègue a sorti une boîte de pinceaux et des couleurs et nous a fait un petit dessin à l'aquarelle sur une boîte de céréales compatible avec la loi 7UI. Une collègue a proposé des recettes. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment différentes formes. Voilà, et on peut aller peut-être sur la dernière diapositive pour juste avoir un petit focus. Donc c'était sur la vague émotionnelle qui embarque une entreprise du BTP. Donc l'idée c'était de dire qu'en 2033, l'émotionnel était pris en compte quotidiennement dans les collectivités et que les bénéfices de la prise en compte des émotions maintenant passaient du secteur de la fonction publique vers le secteur privé. Et donc c'était l'interview de Joachim D, responsable des ressources humaines chez Mouyg Construction. Voilà. Et à côté, un petit cahier de l'emploi avec une annonce pour le métier de veilleuse émotionnelle. Voilà. Donc ça permet vraiment à tout le monde de s'exprimer. Et voilà, nous c'était un peu un contexte tout azimut puisqu'il y avait des agents de toute collectivité. Mais j'imagine que ça peut être aussi très pertinent et très performant si jamais vous êtes un peu convaincu par le fait d'aller un petit peu plus loin derrière et de poursuivre le travail d'écriture et de mise en forme. Voilà, sachant que en plus souvent, on se quitte, hein, ça a été dit aussi par Aymeric, je crois, on se quitte et quelquefois le soufflet retombe. L'intérêt d'avoir ce livrable-là, c'est que déjà on se revoit un tout petit peu après la fresque pour mettre en forme le livrable. Et puis ensuite, pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a un document, un rendu final, voilà, qu'on a essayé de faire d'une forme un petit peu sympa. Il y a un rendu final à partager avec les collègues, avec qui on veut d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même des sujets qui nous permettent d'avancer autant à titre personnel que professionnel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds et je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Jacques, pour ce retour d'expérience sur lequel effectivement je rebondis brièvement sur ce que vous évoquiez, l'enrichissement à la fois professionnel et personnel. Moi, je me joins effectivement à ce discours-là. Comme je vous l'ai dit, donc pour l'avoir vécu, hein, cette fresque des nouveaux récits sur un format en distanciel. Qui pourrait peut-être interpeller au départ en se disant peut-être qu'on perd quelque chose en étant en distanciel, mais finalement pour information j'ai été vraiment agréablement surprise sur le fait qu'on soit tous
rentré dedans très rapidement. Bien sûr, on ne se connaissait pas, on était chacun derrière nos ordinateurs, mais on est tout de suite rentré dans cet univers et à la fin avec la co-construction d'un récit qui se voulait à la fois futuriste, mais tout de même ambitieux et possible. Et en ça, c'était tout à fait intéressant. Donc merci à tous et toutes pour ces présentations. On va maintenant bien entendu laisser place à vos réactions, à vos questions si vous en avez. J'avais peut-être une première question pour Aymeric sur le format de l'atelier. On l'a compris, hein, la fresque de nouveaux récits peut se faire à la fois en distanciel et en présentiel. Est-ce que c'est le cas aussi pour la fresque de la sobriété? Et puis une question pour vous, pour Delphine et pour Aymeric, sur les cibles, les cœurs de cible, hein, des fresques. On a parlé effectivement que ça pouvait être un outil employé par les collectivités territoriales. Est-ce que vous avez effectivement d'autres cibles et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces questions-là? Merci. Alors, je peux commencer à répondre. Alors, sur la première partie de la question, nous, l'atelier, on préconise plutôt en présentiel et c'est ce qu'on a fait à chaque fois depuis un an là, que ça a été créé. Voilà, moi, pour avoir démarré comme animateur fresque du climat en 2020, la période Covid, voilà, tout à distance, ça permettait d'avoir une poursuite d'activité, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a toujours des latents de connexion. L'outil n'est pas forcément complètement fluide pour la prise en main selon tous les participants. Et c'est vrai qu'idéalement, voilà, on préconise plutôt d'être autour de la table, donc en présentiel. C'est ce qu'on a fait quand on intervient, que ce soit en collectivité ou en entreprise. Voilà, les agents ou les collaborateurs sont réunis et autour de la table, on peut manipuler les cartes. Et puis les interactions sont beaucoup plus fluides. Donc c'est surtout du présentiel pour nous. Et puis sur l'autre question concernant les cibles, comme je le disais, là voilà, j'ai plutôt mis en avant des retours d'expérience ou des exemples côté collectivité, puisque ça s'adressait à vous via le CNFPT. On a travaillé aussi, on a organisé des ateliers aussi dans des entreprises. Là, c'est le même principe. En fait, nous, l'idée, ce qu'on recommande, c'est d'avoir deux types de profils, des fonctions, comme je disais, qui seraient plus sur des postes éloignés des enjeux énergie, RH, communication, services juridiques. Et justement, ces gens-là vont pouvoir mieux comprendre, apprendre des choses, des bons éco-gestes et des choses d'ailleurs qu'ils pourront mettre en place au bureau, mais aussi à la maison, mais à la maison, il y a les mêmes enjeux d'aller essayer de moins consommer d'énergie pour s'éclairer, se chauffer. On retrouve les mêmes problématiques. Et puis, quand on a voilà, des référents techniques sur certains bâtiments, je trouve que le dialogue est assez riche. Si on aborde la thématique, encore une fois, la plus sensible du chauffage en mode voilà, on veut faire des économies, on a dit qu'il fallait baisser le chauffage, ce sera 19 pour tout le monde, et il y en a certains qui vont avoir un ressenti de 16 degrés et d'autres qui auront toujours trop chaud. Donc voilà, cette méthode assez arbitraire n'est pas efficace, on le sait. Si on a pu dialoguer par ce type d'atelier, par exemple, eh bien ça permet de mieux comprendre, voilà, quand les agents techniques expliqueront pourquoi on est passé plutôt à 20 ou 19 degrés, quel est l'impact, si on est capable de traduire les résultats. Voilà, on a consommé X kWh en moins, et bien ça a permis d'aller peut-être financer un projet sur la commune autre. Voilà, c'est vrai que
que ça, c'est important d'avoir cette dimension participative. Et donc voilà, ce dialogue, il est plus efficace. Derrière, on comprendra mieux les changements d'habitude qui sont toujours, voilà, il faut appréhender ça, mais ça apparaîtra moins comme quelque chose d'imposé d'en haut si c'est mieux compris entre agents de bureau, entre guillemets, pour schématiser, et agents plus techniques. C'est en tout cas le pari qu'on fait. D'accord. J'ai une autre question peut-être juste qui je pense s'adresse à Aymeric, excuse-moi Delphine. C'est juste pour rebondir, c'est Raphaël qui pose la question, comment peut-on se procurer les cartes? Est-ce qu'il y a un contact? Voilà, il se pose cette question-là. Contact que j'avais mis à la fin de la présentation, je pense que ça vous sera repartagé, en tout cas dans le replay aussi. Vous avez donc le site internet où il y a d'autres visuels des cartes, et puis après, pour nous contacter, en savoir plus. Alors, les cartes, c'est comme les autres fresques du climat, elles sont pas accessibles, on va dire, enfin comme les autres fresques, pardon, elles sont pas accessibles comme ça directement. L'idée, c'est que il y a un atelier, un animateur qui vient vous présenter l'atelier, et puis après, dans un deuxième temps, si il y a un intérêt, on peut former des animateurs pour aller animer en interne. En tout cas, il faut déjà découvrir la fresque avec les animateurs formés avant de pouvoir soi-même s'emparer des cartes. Oui, tout à fait. Merci Aymeric. Delphine, je te laisse rebondir. Oui, du coup, c'était pour répondre sur la partie public cible. Donc, moi, comme je le disais, les différentes parties peuvent s'adapter à différents publics. Ceci dit, ce que je peux dire de plus général, c'est qu'on a traduit l'atelier en anglais, donc on peut l'animer aussi en anglais si nécessaire. Il est traduit également en espagnol, en allemand qui est en cours, voilà, donc on s'internationalise. Également pour les plus jeunes, on commence à partir de 15 ans, à partir de la 3e, c'est pour les enfants. Mais ça demandera une adaptation de l'atelier pour le faire en dessous, parce que c'est quand même des sujets pas évidents. L'autre chose que je pouvais dire aussi, c'est qu'on peut l'adapter à pas mal de situations, notamment par exemple, il y a eu des possibilités de faire dans des services où là, au lieu de à la raison d'être de l'organisation dans son ensemble, plutôt réfléchir à la raison d'être du service lui-même, et notamment aussi si la raison d'être est déjà une raison d'être qui correspond finalement à l'économie du donut, on peut aussi, plutôt que de travailler sur la raison d'être, c'est la norme, il faudrait qu'on puisse faire changer pour qu'on puisse réussir à aller au bout de notre raison d'être. Un petit bémol là-dessus, quand même, c'est un atelier qui s'adresse, vous avez peut-être vu dans ma présentation, parfois j'utilisais le terme de pionnier de la transition. C'est un atelier qui s'adresse quand même aux gens qui ont déjà cette envie de faire changer les choses. C'est-à-dire que souvent, si sensibilisé, on va suggérer avant d'avoir fait une autre fresque. Alors, pourquoi pas la fresque de la sobriété, pourquoi pas une fresque de manière plus générique, de biodiversité, en tout cas une fresque qui à la raison pour laquelle aussi on ne peut pas continuer comme ça. Et Delphine, je rebondis sur une question. Si je ne me trompe pas, l'association de la fresque des nouveaux récits propose depuis peu une formation, enfin de se former justement pour devenir facilitateur de ces fresques-là. Est-ce que je dis vrai quand je dis ça? Oui, en fait, c'est le modèle d'un peu toutes les fresques. Hein. Quand vous avez participé à un atelier, en général, ensuite vous formez à l'atelier. C'est même un peu le modèle, hein, puisqu'on cherche à essaimer au maximum, à diffuser, à sensibiliser au maximum. Et donc, en fait, vous faites l'atelier 2h30 à 3h30 selon les fresques, et après vous faites une formation qui en général dure aussi à peu près 3 heures. Nous, la formation, elle vient d'être, on vient de faire une refonte de la formation en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même une fresque qui n'est pas évidente à animer, et donc même si on ne demande pas à tous nos animateurs et animatrices d'avoir lu tous les livres qui sont les sources de l'atelier, ça demande quand même de s'approprier un certain nombre de concepts. Donc on a un MOOC
Puis un atelier qui est animé en clair par les personnes qui ont fait le MOOC, donc ils se réunissent entre eux sous la supervision d'un formateur et ils s'animent l'atelier entre eux. Après, il y a un débrief avec le formateur et après, il y a accès à un autre MOOC qui est d'ordre organisationnel au sein de la fresque. Donc, c'est une formation sur laquelle on a de très bons retours parce que les gens se sentent vraiment prêts à animer après. C'est un petit peu le challenge qu'on a sur les fresques, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'y former parce que ce sont des outils faut s'approprier et qui permettent de participer finalement à la transition en tant que citoyen, on peut les utiliser auprès de sa famille, auprès de ses collègues, etc. Mais voilà, la formation est un peu plus longue. Et après, pour animer en pro, c'est-à-dire que ce soit auprès de vos collègues au sein d'une organisation, d'une entreprise, ou en tant qu'intervenant externe, là, on a une deuxième formation en plus à faire. D'abord, il faut avoir animé un certain nombre de fresques, voilà, il y a quelques prérequis, et après, on peut demander à participer à la formation pro. Voilà, donc c'est un parcours et finalement accessible quand même à tout le monde. Je ne crois pas, j'ai vu une question passer sur le CNFPT, c'est pas proposé comme ça au sein du CNFPT en tout cas. Mais toute personne ayant participé à l'atelier reçoit après une invitation à se former. Donc la première étape, si vous voulez vous former, Oui. c'est un atelier. Tout à fait. Merci Delphine pour ces précisions. Je reviens effectivement plus sur une remarque, en tout cas une suggestion qui s'adresse plutôt à Aymeric de Monsieur Chambaz qui effectivement lors de la présentation de la fresque de la sobriété a partagé ce sentiment. Il indique il manque comme profil le secteur des sciences humaines et sociales, pas de transition ou de changement de comportement en matière de sobriété énergétique sans des experts de l'anthropologie, la sociologie, l'économie, la linguistique, le droit, la politique. Voilà, c'était son retour sur cette fresque effectivement de la sobriété. Est-ce que Aymeric, tu souhaites réagir par rapport à cela? Quelques éléments de réponse que je peux apporter. Je crois que je ne l'avais pas évoqué, mais sur les sources, en tout cas, qui sont utilisées. Nous, comme sur la fresque du climat, voilà, on utilise des sources scientifiques de référence, donc les données du GIEC. On utilise sur les cartes beaucoup de données issues de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique. Les données, je vous ai montré une carte du mix énergétique, ça ce sont les données statistiques du ministère de la transition écologique. Ça c'est un premier point. Après, effectivement, je rejoins la remarque, la dimension de conduite du changement, c'est un projet large et qui nécessite de faire appel à différentes dimensions. On évoque en tout cas, nous, je pense que vous l'avez compris, c'est une fresque assez appliquée et concrète, axée sur les solutions autour des enjeux des bâtiments. En tout cas, on évoque les différentes dimensions de la sobriété, sobriété collaborative, une sobriété plus structurelle, si on parle du télétravail par exemple, une sobriété organisationnelle, voilà, ça c'est évoqué dans l'atelier. On n'a pas proprement parlé de sources qui seraient plus philosophiques par exemple, mais en tout cas on évoque cette multidimension de la sobriété qui, voilà, si on veut que ça essaime et que ça se développe, il faut que ça s'organise et au-delà d'une petite échelle de manière plus structurelle. Mais ce qui vaut pour les bâtiments vaut aussi pour les enjeux de mobilité ou d'alimentation, par exemple. Merci beaucoup Aymeric pour cette réponse. Voilà, je vous fais profiter d'une réaction de Sylvie Mélier qui indique effectivement vos interventions sont très riches et les fresques doivent l'être également. Dans le cadre d'une animation d'un groupe de citoyens pour le climat, nous avons pu faire justement la fresque du climat qu'on a évoquée rapidement dans vos présentations.
et elle indique que pour elle, ça a été le constat d'une prise de conscience des participants qui a été très forte et que nous avons dû prendre un temps de gestion des émotions qui ont émergé à chaud et que par conséquent, en tous les cas, l'impact a été immédiat. Effectivement, est-ce que cette question des émotions, est-ce que vous avez rencontré ça particulièrement dans le déroulement de vos fresques? Aymeric ou Delphine peut-être? Bah oui, effectivement, nous, c'est vrai que on demande toujours à la fin donc nous, on n'a pas forcément de temps de gestion des émotions parce que on en parle un petit peu tout le long dans l'atelier, et on va justement plus parler des nouveaux récits, de l'importance de parler des émotions, notamment si on est animateur de la fresque du climat, parce qu'on aborde à un moment ce thème de comment notre cerveau réagit quand on est soumis à des récits alarmistes et à ce type de sujet. Et notamment le fait qu'on entre en dissonance cognitive et qu'il y a des voies de sortie de la dissonance cognitive qui vont soit mener au statu quo, on va continuer, on va plutôt adapter ce qu'on pense, en fait, on va changer un peu ce qu'on pense pour continuer à ne pas changer nos comportements, ou alors on va aller changer comportement. Et donc, comment favoriser quand on anime des fresques et là, le fait qu'on passe à l'action, on entend des récits alarmistes, plutôt que avoir les mêmes comportements. Donc ça, c'est déjà un sujet qu'on aborde vraiment du théorique. Et après, nous, ce qui... en général, ce qui crée vraiment l'espoir et l'envie de passer à l'action, c'est réellement la lecture des récits, puisque en fait, il faut s'imaginer que les personnes qui participent, elles écrivent chacune un bout du récit à la fin, c'est-à-dire que les grandes lignes sont tracées ensemble, mais finalement, après, chacun écrit un petit bout du récit. Et donc, au moment où chacun va lire sa partie du récit et où l'ensemble du groupe va découvrir tout le récit qui est créé, ça crée des moments très forts en général, et ça permet vraiment aux gens de se projeter dans quelque chose de désirable. Et à la fin de l'atelier, on demande juste un mot à chaque personne. Donc, pendant la lecture des récits, on invite les gens à fermer les yeux pour mieux s'imprégner des récits aussi qu'ils sont en train d'entendre. Et après ça, chacun est invité à partager un seul mot, et on se rend bien compte que les mots, c'est optimisme, espoir, motivation, ce type de mots-là qu'on a atelier. Pour compléter de mon expérience, nous, pour ceux qui connaissent la fresque du climat et qui ont participé à la fresque de la sobriété énergétique, les retours qu'on a, et c'est souvent vrai, un des reproches sur la fresque du climat, mais en même temps c'est nécessaire puisqu'elle est dédiée à cette compréhension des mécanismes du changement climatique, donc plutôt ce qui dysfonctionne, mais voilà, souvent les gens ressortent de la fresque du climat, c'est assez lourd à digérer pour ceux qui n'avaient pas conscience de tout ce qu'on découvre avec la fresque. Et c'est vrai que ceux qui ont expérimenté ça, la nôtre étant vraiment plus axée solutions concrètes, nous disent qu'on n'a pas cette dimension plus lourde ou plus anxiogène, mais parce qu'on est volontairement axé sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire, encore une fois, sur le chauffage, sur l'éclairage, la climatisation, pour aller réduire les consommations d'énergie dans son bâtiment. Donc voilà, c'était on va dire une volonté de notre part d'être sur cette dimension plus solution et concrète. Donc de ce fait, on a moins cette dimension de gestion des émotions à avoir en tête. Et symboliquement, nous, je vous montrais la carte qui s'appelle Ma carte engagement. Ça, c'est quelque chose qu'on a créé. Donc c'est l'occasion que chacun, c'est l'objet de la deuxième partie de l'atelier, on fait un tour de table, faire émerger des solutions, des bonnes pratiques qui ont déjà été parfois testées par des participants dans certaines collectivités. Et donc l'enjeu, c'est que chacun symboliquement puisse s'engager sur une action dans son bâtiment, dans sa collectivité. Là encore, on est plus tourné sur la mise en action volontairement plus que la gestion des émotions. D'accord, merci Aymeric.
Mais je constate pas forcément de nouvelles questions, mais plus des réactions positives, encore une fois, sur vos présentations. Voilà, une remarque donc sur le fait de pouvoir enchaîner les fresques. Pourquoi pas, effectivement, climat et nouveau récit, climat le matin et nouveau récit l'après-midi, mais on l'a évoqué, en tous les cas, c'est vrai que ces fresques-là, elles sont différentes, elles peuvent avoir une forme de complémentarité, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, Delphine, ouais, c'est ce que tu soulignais. Voilà, donc je pense que s'il n'y a pas d'autres questions particulières ou peut-être d'autres réactions, et là, j'interpelle mon co-animateur Julien Arnaud, si toutefois il souhaite prendre la parole. Sans ça, je pense qu'on va pouvoir effectivement clôturer ce webinaire. Voilà, Julien, peut-être. Oh, moi j'ai sur le récit, parfois on croit que c'est comment dire, un artifice ou quelque chose de pas important. Moi, je suis dans une association où on suit des porteurs de projets citoyens qui font des énergies renouvelables. Et en termes de puissance produite, c'est certainement de l'ordre de rien. Mais en termes de symbolique portée, c'est énorme. Et du coup, on se tue à leur dire que l'important, c'est pas le nombre de watts, c'est comment ils sont fabriqués, etc. Et donc le récit qu'il y a autour. Et moi, par exemple, à titre personnel, bon, j'ai pas envie de vous raconter ma vie, mais il y a ma vie avant avoir vu Demain et ma vie après avoir vu Demain. Un récit, des coups, ça vous change. C'est voilà. Demain, ça montrait que c'était possible de faire autrement, et moi, c'est ce qu'il me fallait pour passer le pas. Et je suis passé de la finance prédatrice à une asso militante en 6 mois. Donc ça marche. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir. Voilà. Et en tout cas, j'ai trouvé très intéressant toutes ces présentations de choses, mais vraiment que tout le monde se dise bien que c'est pas du tout de l'artifice, quoi. On fait basculer les gens comme ça, on les amène dans l'action avec ça. C'est indispensable, juste indispensable, quoi. Se dire qu'il faut faire des choses, ça suffit pas. Se projeter dans une nouvelle histoire, c'est indispensable. Voilà, c'était ma petite conclusion. Ok, merci beaucoup, hein, Julien, pour ton retour aussi, et il est important, et je le partage aussi, hein, c'est-à-dire que vraiment je pense qu'on a besoin, et Delphine l'a évoqué aussi plusieurs fois, c'est de se créer effectivement des futurs désirables. Alors ce sont des termes qu'on entend aussi maintenant assez régulièrement peut-être, mais en tous les cas je rejoins, c'est vrai que pour l'avoir vécu, eh ben, l'idée de se projeter et de co-construire ensemble à partir d'un imaginaire, mais qui peut devenir tout à fait réalité. En fait, c'est vraiment très stimulant et enthousiasmant, effectivement. Et je pense que ça peut être une des clés, effectivement, du passage à l'action. C'est d'abord de se projeter intellectuellement et émotionnellement parlant sur cette thématique. Merci en tous les cas à nos intervenants une nouvelle fois, hein, pour ces présentations. Merci aux participants aussi, voilà, d'avoir resté très présents et d'avoir partagé aussi vos réactions avec nous. Ce que je retiens, c'est que c'est quelques mots ces 3 mots, hein, de Delphine, que je trouve très parlants aussi à la lumière de ce qu'on a vécu ce matin. C'est remuscler notre imagination. Je pense que c'est tout à fait un très joli terme pour ensuite passer à l'action. Et là, pour le passage à l'action, on l'a vu, il y a aussi la fresque de la sobriété notamment, qui peut continuer cette conduite du changement. Voilà, merci à tous et toutes, et puis très bonne fin de journée à vous, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.